Merci. Alors, c'est moi qui vais commencer. Bonjour à tout le monde ici. Très heureux d'être présent. Il faut que je me mette devant la caméra. Donc, je suis obligé de rester à peu près statique ici. Bonjour à ceux qui sont aussi en webinaire. On est très heureux de venir présenter cette communication-là sur un sujet qui nous est très cher, qui est peut-être un peu original par rapport à ce que vous avez entendu, l'habitude d'entendre ou de voir dans ce genre de communication-là, peut-être plus clinique, mais c'est quelque chose d'important selon nous aujourd'hui que de parler de deux sujets qui sont extrêmement reliés dans un seul et plus grand thème, qui est le fait de rendre un centre d'hébergement innovant par la gestion du changement à partir, on va dire, de la valorisation du rôle des préposés aux bénéficiaires dans les centres d'hébergement. Les préposés, vous le savez, vous les rencontrez, vous les croisez, pour ceux qui sont cliniciens, pour les gestionnaires, chefs d'unité de vie qui sont au webinaire, ils les connaissent bien, sont fondamentaux, ils ont une place fondamentale dans les centres d'hébergement, mais pas toujours, à notre sens, reconnus à leur juste valeur. Et on pense, nous, que dans l'état actuel des choses, quand on parle autant médiatiquement ces temps-ci de centres d'hébergement, il serait bon de valoriser davantage le rôle des préposés, et ça pourrait être un accélérateur de l'innovation en centre d'hébergement, faire en sorte que le centre d'hébergement ne soit pas un milieu statique, mais un milieu innovant, où on pourrait penser des choses très intéressantes pour le bien-être évidemment des personnes qui sont hébergées, mais également pour tout l'ensemble des professionnels qui travaillent, dont la plupart d'entre eux. Donc c'est autour de ça qu'on va présenter cette communication. Je commence autour de sujets portant sur les préposés, et ensuite Francis prendra la relève pour vous parler plus des enjeux de gestion de changement principalement, autour d'un cas spécifique, d'un projet qui a pu être développé, il nous en parlera après. Alors, on a deux regards complémentaires, mais autour d'un même sujet, comme je l'ai mentionné. Pour ma part, ce qui m'a toujours amené à travailler sur l'hébergement, c'est la valorisation des préposés bénéficiaires, notamment reconnaître l'apport qu'ils pouvaient donner auprès des résidents, parce que c'est une somme d'informations colossales dont ils disposent et qui ne sont pas souvent utilisées malheureusement, alors qu'on pourrait utiliser ces connaissances-là pour le bien-être des résidents, mais aussi pour la valorisation de ce métier-là. Et puis, aussi, mon idée, c'est de reconnaître les problématiques sociales et organisationnelles qu'ils vivent et qu'ils subissent. Parce que s'il y a bien un métier dans les centres d'hébergement qui vivent, enfin, des travailleurs spécifiques qui vivent des problématiques sociales, organisationnelles importantes, c'est bien les préposés bénéficiaires. Dans les différentes directions qui travaillent avec les préposés, on le sait bien, et je vais en dire quelques mots par après. La gestion du changement, c'est plus donc la part à Francis. Comment faire pour transformer un centre d'hébergement pour en faire un milieu innovant, et pas seulement un milieu, on va dire, selon les termes à moi, statique, c'est-à-dire qui n'est pas poussé par le changement, et permettre aux gestionnaires de développer un mode de gestion bottom-up, ou en tout cas que ça ne soit pas seulement un mode de gestion top-down, où on impose aux personnes qui y travaillent des modes de fonctionnement, des particularités organisationnelles qui sont imposées davantage qu'un mode participatif qui serait peut-être plus intéressant. Donc c'est un peu vers ça qu'on va aujourd'hui. Notre présentation elle prend sens aussi après le forum sur les bonnes pratiques en centre d'hébergement qui s'est déroulé en novembre 2016, auquel on a participé. On a fait une courte présentation là-bas, et dans cette communication-là, on reprend certains des éléments qu'on avait présentés. Après cette communication-là, on n'était pas au courant, nous, le ministre a décidé de faire en sorte qu'une de ses priorités, ce serait de développer une stratégie provinciale visant l'attraction et la rétention des préposés bénéficiaires en centre d'hébergement. Il en a fait une promesse, et donc ça court encore aujourd'hui. Au niveau du ministère, ils sont en train de travailler à ce sujet-là. Pour nous, c'est important parce qu'il y a enfin une reconnaissance des problématiques que vivent les préposés. Même les PDG ont signé un accord selon lequel ils devaient valoriser les équipes de travail et notamment les préposés bénéficiaires et reconnaître leur contribution. Donc ça, c'est dans les promesses qui ont été engagées par le ministre et les PDG, différents CIUS. Donc on travaille pleinement dans ce cadre-là, ce cadre de promesses-là. Pour aller rapidement, vous le savez très bien, même parce que vous les côtoyez, et même si de toute façon on n'avait pas de relation de travail forcément toujours intime avec eux, je parle plus pour les cliniciens, les chefs d'unité de vie, c'est vraiment différent. On sait qui sont les préposés et quelles sont leurs compétences et leurs fonctions. La fonction de préposé, c'est d'assurer le maintien de l'autonomie des personnes hébergées, faire en sorte que leurs différents actes d'assistance sont
assurer notamment l'assistance à habiller, l'assistance à nourrir, à laver, etc., etc. Toutes les compétences requises, on les connaît également, qui vont de la capacité d'écoute, la patience, les formes de savoir-être pour soutenir l'autonomie. Toutes ces compétences-là sont connues. Et il y a un enjeu, on pourrait dire, identitaire qui est crucial chez les préposés. Quand on leur pose la question de manière générale, pourquoi vous avez fait ce métier-là, c'est toujours évidemment le prendre soin qui prend toute la place. C'est pour ça qu'ils ont fait ce métier-là. Malheureusement, pour eux, c'est pas toujours possible d'y arriver comme ils le souhaiteraient, mais c'est encore ça qui les pousse à devenir préposés. Il y a une définition mondiale du titre d'emploi préposé aux bénéficiaires qui a été définie par l'OMS en 2011, qui est le fait de réaliser des actes d'assistance dans les services de santé hors de tout soin médical. À chaque fois, dans l'ensemble des pays on va dire du monde, via la définition de l'OMS, c'est ça qui est retenu, même s'il y a quelques petits enjeux, quelques petites différences. On pense à la loi 90, la délégation des actes médicaux par les infirmières dans les ressources intermédiaires, par exemple. Et mis à part ça, c'est quand même cette définition-là. Les préposés doivent réaliser des actes d'assistance hors de tout soin médical. Le contexte organisationnel. Pourquoi on s'intéresse aux préposés au-delà de ce qu'on a dit pour l'instant? Premièrement, parce qu'il y a des enjeux relatifs à la gestion publique. On sait que, évidemment, il n'y a pas forcément énormément de moyens pour faire en sorte d'accueillir davantage de préposés bénéficiaires, notamment dans les centres d'hébergement. C'est une problématique. Le vieillissement de la population qui, à contrario, requiert que davantage de préposés puissent être recrutés pour s'occuper de ces personnes-là, ou en tout cas maintenir leur autonomie le plus longtemps possible. Il y a environ 60 000 préposés au Québec, dans l'ensemble des structures qui accueillent des préposés, et il y en a précisément en 2016 39 947 selon le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le réseau de la santé. La majorité des préposés travaillent en centre d'hébergement, on parle d'un peu plus d'1 sur 2, et c'est un personnel vieillissant, on le sait. C'est 42,7 ans l'âge moyen des préposés, et on sait que presque 1 sur 5 ont 55 ans et plus à l'heure actuelle. Ça veut dire quand même que pour un métier qui est aussi physique et aussi peut-être aussi stressant psychologiquement, c'est un enjeu majeur de savoir qu'il y a ce vieillissement de la clientèle, pas de la clientèle, de la population professionnelle, et c'est aussi un enjeu parce qu'on sait qu'à un moment donné, cette grande partie de la population professionnelle PAB va partir en retraite. Population largement féminisée, on parle de plus de 80% au Québec, donc on retrouve des enjeux de genre, ce sont des femmes d'âge, une population plus vieillissante, ethnique, surtout dans les grandes métropoles, Québec et puis Montréal, ça on le sait, et puis aussi des enjeux assez importants de précarité dans le milieu préposé bénéficiaire. Pourquoi? C'est un des milieux où il y a le plus de temps partiel par rapport au temps complet. C'est un métier où il y a à peu près, je crois, quelque chose comme un tiers ou presque, oui, un peu plus d'un tiers de la population professionnelle qui est à temps partiel par rapport donc au temps complet. Et ça, c'est un enjeu de précarité qui est assez important. D'autres points, d'autres indications qui nous prouvent qu'il faut travailler sur cette population-là. Donc, les départs en retraite, d'ici 2023, 6 préposés sur 10 seront quittés de leur emploi. Donc, un enjeu majeur de rétention, un enjeu fondamental de rétention. On sait aussi, ça c'est les chiffres des ministères, qu'il y a 38% de rétention des préposés bénéficiaires après 5 ans. Donc, il y en a seulement à peu près 4 sur 10 qui restent préposés après 5 ans, après leur intégration dans un milieu. C'est un enjeu fondamental parce qu'on sait qu'ils sont formés quand même pendant quelques mois, 700 heures pour devenir préposés par un DEP. Et finalement, il n'y en a plus que 4 sur 10 au bout de 5 ans qui demeurent préposés. Il y a un enjeu là. Donc il y a une problématique de précarité. C'est pas un tiers, c'est 2 tiers de préposés n'ont pas de poste après leur première année d'embauche ici. Donc dès qu'ils entrent dans une organisation pour y travailler, 2 tiers n'ont pas de poste après leur première année. Ça veut dire qu'ils vont demeurer longtemps dans une situation de précarité, qui est un enjeu majeur pour cette population-là. Et on le sait aussi, des problématiques de troubles musculo-squelettiques, de santé psychologique, d'absentéisme en termes d'assurance salaire. Ça, c'est plus des données ressources humaines. Mais on sait que c'est cette population-là préposée qui cumule le plus d'enjeux financiers, organisationnels autour de ces points-là. Plus exactement, quand on regarde les lésions professionnelles, c'est-à-dire les blessures liées au travail,
On sait que les préposés, dans le secteur, dans le réseau de la santé des services sociaux, 30% des lésions sont touchées, sont vécues par les préposés bénéficiaires, contre 10% pour les infirmières et 10% pour les infirmières auxiliaires. Donc on sait que c'est les préposés qui sont les premiers touchés par ça, surtout d'ailleurs les 45 ans et plus. Et vous vous souvenez, tout à l'heure on a dit que c'était la partie de la population préposée qui est la plus importante actuellement. Donc le plus à risque en termes de sécurité au travail. On sait aussi qu'elle fait partie, le métier de préposé, des 4 premières professions au Québec avec un taux d'incidence 7 fois supérieur à la moyenne. En clair, c'était en 2003, mais c'est toujours vrai, c'est un des métiers où il y a le plus de risques de blessures dans l'ensemble des professions du Québec. Et puis, des montants d'assurance salaire très élevés pour les CIS et les SUS. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a de l'absentéisme très important, pas seulement pour des raisons de santé physique, mais aussi beaucoup pour des raisons de santé psychologique, de dépression, de fatigue, d'épuisement, etc. Autre enjeu répertorié, un manque de reconnaissance du métier, une dimension sociale. Le métier préposé est peu reconnu socialement, ça je pense que c'est assez clair. 2 autres points qui vont nous intéresser davantage ici, le manque d'espace de discussion de l'attitude décisionnelle. Dans la recension des écrits qu'on peut faire, on remarque qu'à chaque fois, ce qui revient, c'est le fait que les préposés n'ont pas la capacité de pouvoir discuter avec l'équipe de travail ou de pouvoir prendre des décisions importantes pour le plan de travail, pour la réalisation du travail journalier. Ça, c'est des choses majeures et c'est une dimension organisationnelle fondamentale qui peut expliquer en partie au moins leur épuisement, le sentiment de n'avoir aucune capacité à pouvoir agir concrètement sur l'organisation du travail. Enfin, manque de valorisation de l'apport à l'équipe clinique. Comme je le disais au début, les préposés ont une connaissance très intime des problématiques, peut-être pas cliniques, peut-être pas de santé, mais quand même des enjeux que vivent les résidents, des signes de transformation de l'état du résident. Et malheureusement, c'est pas toujours utilisé à sa juste valeur. Il y a un manque de valorisation de l'apport, de ce qu'il pourrait apporter. Et ça, c'est aussi une dimension clinique fondamentale qui vient nous donner de l'information sur le fait qu'on doit travailler sur cette population-là. Alors, je voulais juste vous présenter 2 projets assez rapidement qu'on a menés pour le premier, puis qu'on est en train de mener pour le deuxième, qui viennent donner de l'information sur tout ça. Un premier projet, on a travaillé sur l'absentéisme des préposés pour des raisons de santé psychologique. C'est un projet qui provenait à l'époque, c'était juste avant la fusion des établissements, d'un C3S de Montréal, et un des gestionnaires se posait la question, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce taux d'absentéisme aussi important de préposés qui ne viennent pas donc finalement au travail, qui décident de s'absenter pour de courtes durées, pour des raisons souvent d'épuisement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour assister ces personnes-là? Donc, on a fait plusieurs entrevues avec des préposés bénéficiaires pour essayer de savoir justement quelles étaient les causes de l'absentéisme, pourquoi vous quittez temporairement le travail, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il est certain qu'on retrouve des données très connues, une forte charge de travail, un manque de l'attitude décisionnelle, on y revient, peu de participation, et puis ça c'était des causes générales, mais qui étaient suffisamment récurrentes pour qu'on se dise qu'il y avait un enjeu quand même fondamental, une conciliation travail-famille difficile, un manque de soutien social de la part du gestionnaire immédiat. En clair, ce qu'on retrouvait de fondamental, c'est peut-être même plus la deuxième partie, c'était que le soutien social de la part du gestionnaire immédiat, c'est-à-dire du chef d'unité de vie, n'était pas assez marqué et le préposé se sentait un petit peu perdu quand il lui arrivait une problématique comme une problématique de conciliation travail-famille. Il ne savait pas à qui en parler et les chefs d'unité de vie étaient pour lui un type de gestion trop éloigné pour qu'il puisse raconter, ou en tout cas expliquer les raisons de son absence. Et ça pouvait provoquer des enjeux, des tensions assez importantes. On l'a mentionné au gestionnaire qui nous avait demandé de faire ce court projet-là, et lui-même nous a mentionné à quel point c'était difficile de réunir les chefs d'unité de vie pour pouvoir en parler avec eux, parce que les chefs d'unité de vie, on les comprend, eux aussi ont une forte charge de travail et avaient des questionnements sur la manière de pouvoir gérer les problématiques que vivent les préposés. Donc c'était comme un premier court projet, c'était un petit projet qui nous donnait de l'information. Un deuxième qui est en cours, on travaille sur le maintien en emploi des préposés aux bénéficiaires là, expérimentés, donc celles qui ont plus de 45 ans, qui sont dans les centres d'hébergement depuis plusieurs années. C'est un projet qui a été financé par le FRQSC, puis qui vise donc à essayer de comprendre quels sont ces enjeux de maintien en emploi. Est-ce qu'il y en a déjà?
C'est-à-dire, en clair, est-ce que vraiment les préposés les plus expérimentés quittent l'organisation ou pas? Bon. On est allé interroger divers préposés dans différentes institutions, pas seulement les SIS et les SUS, aussi les ressources intermédiaires, les résidences privées pour aînés, mais là on parle que des SIS et des SUS dans cette présentation-là. On est allé voir, on a allé questionner des gestionnaires, on a fait des entrevues avec eux, des entrevues aussi avec des préposés, et puis aussi, je n'ai pas mis de troisième phase, mais c'était des questionnaires de type chef d'unité. On est allé regarder différents thèmes qui nous paraissaient importants. Est-ce que vous, préposés expérimentés, vous vivez des problématiques de conditions de travail en termes de salaire, d'autonomie, charge de travail, etc. Est-ce que vous vivez des problématiques de valorisation des compétences? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on valorise davantage que vous pourriez apporter à l'organisation? Ou est-ce que vous avez des enjeux de rapport au travail? C'est-à-dire, est-ce que le rapport que vous avez avec le chef d'unité de vie est un enjeu crucial pour vous? C'est différents thèmes qu'on est allé voir. Ce qu'on a retrouvé comme information, c'est que pour les préposés les plus expérimentés, la plus grande part des préposés dans son hébergement, il n'y a pas de volonté de quitter l'organisation parce qu'ils ont une condition d'emploi satisfaisante pour eux, pour comprendre. Pour la plupart, ils ont un DEP et puis il n'y a pas d'autre possibilité d'aller ailleurs pour avoir de meilleures conditions. Mais un constat négatif sur ce qu'on pourrait appeler la santé organisationnelle, c'est-à-dire une intensification du travail, là le travail devient de plus en plus intense, une charge de travail importante, mais aussi un manque d'autonomie. C'est vraiment corrélé. Les deux sont liés. C'est-à-dire qu'on peut avoir une forte charge de travail, mais avec une plus grande part d'autonomie, ça peut quand même se gérer. Mais quand il y a très peu d'autonomie, peu de capacité de pouvoir avoir une répercussion concrète sur la manière de travailler, là il y a des enjeux fondamentaux. Aussi, pas le temps pour les relations avec le bénéficiaire, avec le résident, c'est quelque chose qui revenait souvent, alors même que les normes de qualité sont de plus en plus strictes, donc on leur demande d'être de plus en plus compétents en termes de relations avec le résident, mais on n'a pas forcément le temps pour le faire. Puis beaucoup de ce qu'on pourrait appeler des contradictions de rythme de travail des préposés. On se rend compte que les préposés sont toujours dans la situation où ils doivent ralentir auprès des résidents pour bien s'en occuper et accélérer la pratique par ailleurs pour finir dans les temps, en tout cas ce qu'ils appellent les temps, finir à 11 heures, les toilettes du matin, se dépêcher avant qu'une visite arrive, etc., etc. Donc ils utilisent tout un tas de stratégies de régulation des temporalités, des stratégies pour aller plus vite, pour ne pas perdre de temps, que je vais vous présenter un peu après. Puis là encore, dans ce même projet qu'on mène actuellement, le gestionnaire immédiat, il est vu par les préposés comme un chef d'unité trop éloigné. Il souhaite qu'il soit plus présent en même temps qu'avoir davantage d'autonomie pour participer à l'organisation du travail notamment. Je vous ai dit que les préposés utilisent des stratégies de régulation des temporalités. Ça, c'est important et intéressant. Pourquoi? Parce que quand on regarde un préposé, on se dit finalement c'est un exécutant d'assistance aux soins. Il ne fait qu'exécuter ce qu'on lui demande, c'est-à-dire s'occuper des personnes qu'il a autour de lui et des résidents. Quand on observe en fait leur pratique, on se rend compte qu'ils utilisent beaucoup de stratégies, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement innovants dans la manière de pouvoir réaliser l'ensemble des activités qu'ils ont à mener. C'est nos observations qui nous permettent de le décrire. Et on n'est pas les seuls. Il y a eu les mêmes recherches aux États-Unis, en France, et à chaque fois, on peut trouver et identifier ces stratégies-là. Des stratégies qui permettent de faire quoi? De respecter les normes temporelles contradictoires. Toujours pareil, le fait d'être suffisamment lent avec la personne pour pouvoir s'occuper d'elle à son rythme et en même temps accélérer parce qu'il y a des rythmes de travail, des balises temporelles qu'il faut respecter. On a identifié deux critères pour classer ces stratégies. Est-ce que la stratégie est toujours relative au temps, mais quelle est son utilité? Est-ce qu'il s'agit de maîtriser le temps, de ne pas trop en perdre, ou alors de rattraper le temps quand il y a une urgence, ou alors un caractère public ou clandestin? Il y a certaines stratégies qui sont publiques, tout le monde le sait ou à peu près, puis il y a des stratégies clandestines qui ne sont pas forcément acceptées par l'organisation, mais ils le font quand même. Alors j'ai mis trois exemples, on va dire plus pratiques cette fois-ci. Donner à manger ou donner le repas à 2 résidents en même temps. Ça, souvent, c'est pour limiter la phase de ralentissement. Et puis, parfois c'est accepté, parfois c'est clandestin, dépendamment des organisations. On a vu des gestionnaires qui disaient finalement, si vous y arrivez comme ça fonctionne bien, allez-y. C'est pas toujours le cas, loin de là. Souvent, d'ailleurs, c'est plutôt clandestin. Et ils le font pour aller un peu plus vite.
Le signe de croix, la fête partielle, plutôt que faire une douche pour donner un bain, peut-être plus la douche qu'autre chose, mais le signe de croix, c'est le fait de faire une fête partielle quand on n'a pas le temps, quand il s'agit de rattraper le temps. On dit que ça suffit, puis que le lendemain, on s'occupera de la personne en lui faisant justement une douche. Et puis, utiliser le lève-personne, donc le souleveur seul, alors même que les normes de l'organisation demandent à ce qu'on l'utilise à deux. Ça se voit dans toutes les organisations. C'est le fait de rattraper souvent du temps, ou peut-être des fois le maîtriser, mais quand même, c'est souvent clandestin parce que les organisations souhaitent, pour des raisons de santé et sécurité, qu'il soit deux préposés pour l'utiliser. Ce qui se passe, c'est que le préposé est tout seul dans une chambre, il attend une deuxième préposé, le préposé vient jamais, alors il va le faire tout seul, et puis à ce moment-là, il est plus à risque de blessure, évidemment. Donc tout ça, ce sont des stratégies, puis on aurait pu en donner bien d'autres de stratégies qu'ils peuvent utiliser et qui démontrent leur capacité à pouvoir jouer un peu avec les règles et en même temps créer, innover dans la manière de pouvoir réaliser leurs pratiques. Alors, ça, c'était pour les préposés. Quand on regarde maintenant les gestionnaires, donc principalement les chefs d'unité de vie, ils le savent, hein, le métier de préposé est un travail émotionnellement exigeant, hein, il y a du stress, des deuils, souvent, et de plus en plus souvent à cause de la démence de la clientèle agressive, l'épuisement pour les préposés, puis également des proches aidants qui sont très critiques parfois quant à la qualité des pratiques qui sont menées. Puis il y a des risques physiques, des accidents, des chutes, et aussi un usage du PDSB, c'est-à-dire de la formation visant à réduire les risques de blessures, qui n'est pas toujours correctement réalisé. Ça, c'est tous des enjeux qui viennent démontrer que le travail des préposés est quand même difficile et les gestionnaires le reconnaissent. Trois autres points, salaire et avantages sociaux favorables. Les gestionnaires sont d'accord pour dire que dans l'étendue des métiers de préposés, être préposé dans un centre d'hébergement public, c'est quand même ce qui est de plus favorable par rapport à des résidences privées, par exemple, où on est payé peut-être 6 ou 7 $ de moins par heure. Et puis, ils mentionnent aussi qu'ils sont d'accord sur le fait que les préposés expérimentés ne quittent pas l'établissement, mais vont avoir des problématiques de santé bien assez importantes. Et souvent, quelques-uns d'entre eux vont avoir des stratégies de mobilité interne, c'est-à-dire qu'ils sont préposés bénéficiaires et ils décident de candidater pour aller vers un autre poste, un autre établissement du même milieu, garder le même salaire et avantages sociaux, mais faire un autre travail, préposé à l'entretien ménager par exemple. Donc, le problème pour ces préposés-là concerne le maintien en emploi en santé et non pas le maintien en emploi tout court. Ce n'est pas les départs, les préposés ne partent pas, mais ils ne demeurent pas malheureusement en santé et ça c'est un enjeu fondamental. Donc, ce n'est pas comment maintenir en emploi les préposés, mais c'est comment maintenir les préposés en santé physique et psychologique. Alors, à partir de ça, à partir même des deux projets, et même d'autres encore, on arrive à se dire qu'il y a des recommandations qui peuvent être données. À chaque fois, évidemment, on souhaiterait qu'il y ait du personnel supplémentaire pour minimiser l'intensité du travail, puis de réduire les contradictions relatives aux temporalités, comme je vous l'ai mentionné. Mais évidemment, ça, on n'a pas de manœuvre par rapport à ça. Là où on en a, et là où les organisations en ont davantage, c'est donner plus d'autonomie, habiliter davantage les préposés, leur donner plus de pouvoir, si on veut, de pouvoir de construire la journée de travail un peu comme ils le souhaitent, de répondre aux problématiques qui peuvent survenir par eux-mêmes. Donc là, il y a plus de capacité pour les organisations de donner des outils. Sortir le préposé d'un rôle exécutif pour reconnaître son expertise, pour reconnaître ce qu'il peut apporter, et puis faire en sorte qu'il y ait un soutien social du supérieur immédiat, rétroaction, consultation, rencontre d'évaluation de la performance pour viser la reconnaissance. Donc, faire en sorte que le gestionnaire immédiat soit davantage impliqué dans le suivi de ces préposés-là et dans leur habilitation à ces préposés. Donc, les points qu'on retrouve, c'est ça, habilitation, c'est une façon d'améliorer les conditions de travail des préposés, de miser sur leur autonomie et donner un pouvoir d'agir, donc les habiliter. Donner aux préposés la possibilité de mieux gérer les contradictions qu'ils subissent, que je vous ai mentionné tantôt, surtout au niveau des rythmes de travail. Il serait important aussi, pour cela, d'impliquer les gestionnaires cliniques, qui sont les acteurs importants de cette habilitation. Habilitation, ça veut dire aussi utiliser davantage les connaissances cliniques et sociales des préposés sur les résidents, donc les résidents et les organisations du travail. On peut faire en sorte de pouvoir le faire. Alors, quand on a dit tout ça, nous, on s'est posé la question, Francis et moi, concrètement, est-ce qu'on peut y arriver? C'est toujours une question qui s'est posée depuis plusieurs années. Est-ce que concrètement, on peut faire en sorte qu'il y ait des organisations qui puissent
prendre un virage visant à davantage d'autonomie et d'habilitation pour les préposés bénéficiaires. Il y avait déjà des informations, comme par exemple un projet du docteur Pierre Durand là, de Québec, qui a fait tout un projet pour faire en sorte que les préposés utilisent le plein potentiel des préposés, utilisent leur plein potentiel, pardon, pour évaluer la douleur des résidents. Juger les expressions faciales, les mouvements corporels, la modification de la routine. Donc déjà là, on avait comme une sorte de projet clinique qui a été démarré et développé par un médecin qui faisait en sorte qu'on disait oui, on peut avoir une répercussion. L'habilitation des préposés peut donner quelque chose d'intéressant pour des cliniciens, mais aussi pour l'organisation dans son ensemble. Alors, c'est un projet qu'il a présenté d'ailleurs lors d'un dernier colloque sur les soins de longue durée à Montréal. Puis, au-delà de ça, il y a une organisation qui a permis aussi que se développe un projet d'organisation du travail. C'est Francis qui l'a mené de A à Z, donc c'est lui qui a fait ça maintenant. Est-ce que vous voulez qu'on prenne quelques questions maintenant? Ben moi, j'en aurais une. Est-ce que, justement, dans votre revue de la littérature, tout ça, il y a des organisations qui changent l'organisation de travail, puis l'ordre, finalement, de hiérarchisation au niveau des patrons, qui sont plus favorables, comme une organisation où il y aurait pas un syndicat, mais une organisation où on est préposés entre eux avec un supérieur des préposés, plutôt que ce soit l'infirmière ou l'assistante infirmière. Est-ce qu'il y a des modèles de structures organisationnelles qui sont différentes, qui sont plus... Peut-être Francis pourra bien répondre, je pense qu'il y a des tentatives. Il y a un courant qui s'appelle le mouvement changement de culture, le Culture Change Movement. C'est un mouvement qui a pris naissance aux États-Unis, qui fait la promotion de ce type de modèle de gestion, d'approche de gestion. Et ça demeure un défi. Il y a peu d'exemples concrets, disons, de structures organisationnelles qui valorisent réellement les préposés bénéficiaires. Il y a des exemples plutôt circonscrits, mais le projet qu'on vous présente, c'est vraiment un exemple de projet qui a visé à transformer, disons, le système des organisations pour avoir une influence fondamentale et pérenne sur le rôle des préposés. Merci. En fait, merci de nous inviter. Je suis vraiment content que François m'invite aujourd'hui. Puis en fait, la semaine dernière, j'ai demandé à François dans quel contexte on présente exactement. Puis François m'a dit, c'est dans le cadre de conférences médicales à l'IUGN. Donc, je trouvais que c'est une belle ouverture de votre part de nous entendre, de nous inviter à parler des préposés aux bénéficiaires. Donc, merci aux organisateurs de nous inviter. Mais en fait, quand François m'a parlé de la conférence, il m'a dit les gens qui participeront seront essentiellement des médecins et des résidents. Et là, je me suis dit, comment faire pour concilier les intérêts des médecins et des résidents? Pour moi, résidents, ça signifiait les résidents des centres d'hébergement. Je pensais devoir trouver une stratégie de communication pour intéresser à la fois les médecins et des résidents qui ont possiblement des légers troubles cognitifs. Donc, hier, en fait, c'est Audrey qui m'a envoyé un courriel qui m'a dit non, Francis, c'est pas des résidents de centre d'hébergement, c'est des médecins et résidents. Alors, mais je m'étais quand même préparé. À vous parler un peu plus avec mon cœur qu'avec ma tête. Parce que je me disais, si je parle avec des résidents, je vais vouloir leur parler de mon expérience de conseiller, de consultant, qui m'amène à travailler sur le terrain avec le personnel, qui m'a amené en fait à orienter mon rôle de proche aidant auprès de ma grand-mère. J'ai passé beaucoup de temps en centre d'hébergement avec ma grand-mère, donc je voulais parler plutôt de ce point de vue-là. Mais j'ai compris hier qu'il fallait que je change un peu ma stratégie. Donc, on commence avec une image, puis on voit qu'on change quand même de registre, parce que je voulais faire une présentation plus en son et image qu'en chiffres et en lettres. Donc, on va parler de la capacité innovante des centres d'hébergement, parce qu'effectivement, je vous parle des préposés de mon point de vue professionnel, à partir de mon schéma cognitif, qui est un schéma qui est construit à partir d'informations, de connaissances tirées des disciplines, des théories des organisations, de la sociologie des organisations, de la psychologie organisationnelle.
Donc, c'est de ce point de vue-là que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, cette image-là, est-ce qu'elle évoque quelque chose chez vous? Qu'est-ce que vous voyez? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'elle voit? Aride, pas grande vie. Effectivement, hein, c'est une terre aride où il y a peu de vie. En fait, j'ai choisi l'image pour représenter, à mon avis, la capacité innovante des centres d'hébergement. C'est pas pour dire qu'il y a peu de vie dans les centres d'hébergement, parce qu'on sait qu'au pied carré, en termes d'années, il n'y a pas beaucoup plus d'organisation, il y a plus de vie. Néanmoins, en termes de changement, de capacité d'innovation, les centres d'hébergement sont une terre aride, peu fertile, où certains projets innovants réussissent à produire des fruits, réussissent à s'enraciner, mais il y en a plusieurs projets qui ne réussissent pas à s'implanter dans les pratiques, dans les coutumes, dans la culture des organisations. Puis je pense que cette image-là est la dernière image que je vais vous présenter. S'il y a deux choses à retenir dans ma présentation, bien c'est celle-là. Il faut s'intéresser au terreau dans lequel on veut implanter des innovations, au terreau dans lequel on veut prescrire des changements pour être capable de réellement innover. Et en fait, si la caméra nous permettait d'aller regarder dans les sillons, dans les crevasses de la terre, on pourrait y voir plein de semences innovantes qui ont été dispersées sur le sol des centres d'hébergement sans réellement être capable de générer les fruits escomptés. Il y a plein de belles idées, remplies de potentiel. Vous avez sûrement des exemples qui ont été disséminés dans les centres d'hébergement, néanmoins qui demeurent aujourd'hui des débris d'intentions innovantes. On peut en voir sur les murs. Ça peut être un cadre qui représente un ancien programme d'amélioration de la qualité. Ça peut être des cartables au poste infirmier qui représentent les bonnes pratiques qu'on a tenté d'implanter pour préparer la visite de l'agrément, par exemple. Donc, ces débris d'innovation meublent l'espace innovant des centres d'hébergement et minent la capacité innovante des centres d'hébergement. En fait, c'est des obstacles à l'amélioration de ces organisations. Donc, les milieux sont décrits comme sous-innovants dans les écrits. Les milieux d'hébergement sont décrits de cette façon-là. Les moyens les plus communément utilisés pour tenter d'améliorer les pratiques sont la formation et la dissémination de protocoles et de recommandations cliniques. Alors qu'on sait, quand on s'intéresse à la gestion du changement, que de simplement donner une formation ou de diffuser de l'information est insuffisant pour permettre un changement de pratique pérenne et significatif. On le sait, en termes de gestion, c'est aussi clair que 2 + 2 = 4, en fait que strictement donner une formation sans soutien ne générera pas les effets escomptés. Malgré tout, c'est les stratégies de changement qu'on utilise le plus communément. Il faut se poser la question pourquoi. En fait, ce que ça engendre, c'est qu'une majorité des intentions d'amélioration réalisées en centre d'hébergement échouent, engendrent des conséquences négatives inattendues, provoquent des résultats modestes ou ne sont tout simplement pas évalués. Donc, certains chercheurs qui s'intéressent au milieu d'hébergement vont jusqu'à dire que les efforts individuels ou collaboratifs des milieux académiques, des milieux de soins, des agences gouvernementales, des regroupements professionnels, des organisations militantes n'ont pas réussi à améliorer la qualité des soins et services de façon significative. Oui, une augmentation moyenne, mais encore aujourd'hui, les centres d'hébergement peinent à atteindre les attentes de leur clientèle. Donc, un fossé important demeure entre les connaissances disponibles et ce qui est mis en pratique. Et en fait, pour ma part, bien que François et moi étions de la même cohorte de doctorat en gérontologie, bien c'est ce qui a fait en sorte que j'ai voulu, disons, diriger mon parcours vers le soutien au transfert des connaissances, parce que je me disais, on continue à produire des connaissances qui ne sont pas beaucoup plus valides que celles d'avant, malgré qu'un très faible pourcentage de ces connaissances-là ont une influence concrète sur la qualité de vie et la qualité des soins qu'on permet aux résidents des centres d'hébergement. Donc, ce que ça engendre, c'est qu'ici, comme ailleurs, en fait, dans les mondes industrialisés, où l'institution des centres d'hébergement existe,
eh bien, on décrit les centres d'hébergement comme des milieux aux multiples problèmes. Sur le plan de la gestion, on dit qu'il y a une culture top-down qui est favorisée, où on communique peu, où on partage peu d'informations, où on manque de reconnaissance et d'empowerment. En fait, le personnel en manque. Ce qui engendre, comme François l'a dit, l'insatisfaction professionnelle, l'épuisement émotif, un manque de fidélisation et de roulement, des accidents de travail. Et aussi, bien, il y a plusieurs problèmes cliniques qui perdurent. Donc, des recours aux contentions physiques ou chimiques trop importants, des problèmes de constipation, des chutes graves, un faible hygiène buccale, des dépressions, des troubles comportementaux liés à la démence, de la dépression. Donc, c'est ce qui fait en sorte que peu de gens ont hâte d'être hébergés en santé. Il y a peu de citoyens qui disent « J'ai tellement hâte au jour où je vais me retrouver en centre d'hébergement, je vais être bien, je suis convaincu là, que ma qualité de vie va être demain. » C'est rare que ça arrive. Ceci dit, je parle de façon générale des centres d'hébergement. Je parle des centres d'hébergement de façon générique, moyenne. C'est sûr qu'il y a des exceptions. Il y a certains milieux qui sont beaucoup plus, qui sont considérés comme exemplaires. Mais de façon générale, on décrit les milieux d'hébergement comme des milieux contrôlés où les résidents et les préposés partagent une impuissance réelle et perçue. Donc, disons, le sort des préposés et des résidents dans les écrits est constamment associé. Parce qu'on sait que les préposés ont environ 90% de tous les soins et services qui sont reçus par les résidents en centre d'hébergement. Donc, on peut imaginer que bien des choses que l'on pense, que l'on fait, des travaux qu'on fait, tous les efforts des gestionnaires ont comme principal vecteur d'influence sur la qualité de vie des résidents les pratiques des préposés aux bénéficiaires. Le défi, à mon avis, des centres d'hébergement est surtout un défi relationnel. Et les gens qui sont le plus en relation avec les résidents, c'est les préposés. Donc, je vous parle d'un projet d'organisation du travail qui a débuté comme 2 petits projets pilotes paritaires financés par le ministère à Groupe Champlain. En fait, je travaille aujourd'hui comme conseiller à l'innovation et la recherche pour le regroupement nommé Groupe Champlain, qui est un regroupement de centres d'hébergement privés conventionnés. Les centres d'hébergement privés conventionnés, c'est des centres d'hébergement qui reçoivent des subventions sous le volet clinique. Donc, les préposés, les infirmières auxiliaires, les professionnels sont rémunérés à partir d'enveloppes données par le ministère, mais il y a du profit qui peut être généré à partir, disons, de tout le volet plutôt administratif. Mais cette organisation-là a développé un volet, disons, de soutien à la recherche et à l'innovation. Et, disons, dans le cadre de cette structure-là, 2 projets ont été conduits qui avaient comme objectif, stipulé par le ministère, de rendre le rôle des préposés plus attrayant et attractif, en élaborant des modalités d'organisation du travail novatrices pour mieux utiliser les connaissances, compétences des préposés et encourager l'apprentissage continu des préposés. Donc, c'est en lien avec ce que François disait. Il y a une préoccupation du ministère et des syndicats qui représentent les préposés de rendre le rôle plus attrayant pour garder les préposés en place et qui contribuent de façon significative. Donc, on a développé des solutions et on les a implantées dans 4 centres d'hébergement. Avez-vous des questions par rapport à ça? Oui? C'est des centres d'hébergement de Groupe Champlain. Donc, c'est des centres d'hébergement qui sont à Montréal-Nord, Gatineau, Château. Juste une chose, c'est que c'est public conventionné. Est-ce que les critères d'admission sont pareils qu'ailleurs ou du fait que c'est privé, il y a une réserve sur moins de patients avec troubles de comportement, moins de réduction? En fait, oui, c'est des organisations qui fonctionnent en collaboration avec les mécanismes d'accès. Donc, c'est vraiment des organisations qui accueillent le même type de clientèle que les centres d'hébergement. Je pense juste au système scolaire qui est privé conventionné, où on a une sélection sur l'entrée. Effectivement, c'est une bonne question, mais ce n'est pas le cas. Vraiment, en tout point, c'est des organisations qui fonctionnent comme les centres d'hébergement publics. Il y a certaines différences, mais sur le plan de la clientèle, il y en a pas. Est-ce que dans le changement, dans les unités spécifiques, de façon complémentaire? Il y a des unités prothétiques.
Des unités spécifiques, non. Il y a des unités prothétiques dans différentes installations. Et il y a justement un projet en cours là, de création de micro-milieux. Donc, on travaille à créer des micro-milieux, c'est-à-dire à regrouper les résidents qui ont des besoins similaires ensemble. On sait que ça se fait dans certains centres d'hébergement, mais c'est un souhait de développer des micro-milieux qui vont au-delà des milieux protectifs. C'est juste parce que ça paraît un peu étonnant que votre expérimentation soit dans un groupe public conventionné, non pas d'emblée, le ministère vous dirige vers le public tout court. En fait, c'est un concours organisé par le ministère et tous les centres d'hébergement du Québec pouvaient participer à ce concours. Moi, j'ai été en fait embauché par le groupe Champlain comme consultant, comme conseiller pour soumettre un projet au concours. Dans le groupe Champlain, est-ce que les quotas fonctionnent les mêmes quotas que dans le public? Oui, effectivement. Oui. Clientèle qui est orientée pour avoir déjà travaillé en certains types de clients, des clients, par exemple, qui génèrent des équipements très spécialisés. Souvent, ils sont retrouvés, très bien produits. Donc, des clientèles avec de l'alimentation, l'enquêtage, certains types de soins, très reconnaisseux, ils sont retrouvés. Donc, c'est pas tout à fait, je dirais, en général, c'est pas tout à fait la même. Le deuxième élément en lien avec des projets d'organisation de travail, c'est à peu près tous les établissements qui ont le droit, ici à l'UGM, nous en avons une demande. Et plusieurs autres installations de notre sud, on a fait des programmes pour améliorer, dans le fond, l'organisation du travail, particulièrement auprès des technologies. Donc, c'est pas 3-4 au Québec, c'est très clair à l'ensemble. Et peut-être une composition, je dirais que je ne sais pas le nom exact de plans qui ont été faits à la grandeur de la France de Québec, mais c'est vraiment un très grand nombre. Effectivement, en fait, je sais que lors des rencontres initiales avec le ministère, on travaillait avec la chargée de projet là, qui conduisait les projets ici à l'UGM. Mais effectivement, il y a quand même une bonne latitude qui était offerte aux organisations. Donc, moi, ce dont je vous parle, c'est des projets qui ont été conduits à Groupe Champlain dans 2 régions, en fait, donc dans la région de Montréal et d'Outaouais, et en fait, dans la région de Montréal et dans la région d'Outaouais. On n'entend pas les questions quand les prochaines, tu peux les répéter parce que Très bien. Donc, on a essayé de travailler ces projets-là différemment que les approches communes qui sont utilisées pour gérer des changements en centre d'hébergement. Comme je vous disais précédemment, on utilise surtout de la formation et on développe des protocoles qu'on communique aux cliniciens pour changer les pratiques. Dans ce cas-ci, on essaie de faire les choses autrement et vraiment de travailler en fonction, en mettant en pratique les connaissances les plus à jour sur la gestion du changement dans les centres d'hébergement. Donc, on a démarré le projet en faisant la promotion du projet. On a communiqué les intentions du projet et on a élu une équipe projet sur laquelle des préposés, des infirmières auxiliaires étaient nommés. Et la particularité du projet, c'est qu'on l'a commencé sans solution. C'est un projet qui commençait avec aucune solution. Alors, on a travaillé en collaboration avec les gens, bien évidemment en s'inspirant de ce qui a été développé ailleurs pour développer des solutions. Mais au départ, on n'a pas commencé avec des règles, des procédures préécrites qu'on allait implanter par la suite. Ensuite, on a fait un diagnostic des problèmes organisationnels. On a demandé aux préposés, à l'ensemble du personnel soignant, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on peut changer pour vraiment avoir une influence positive sur votre satisfaction professionnelle? On a fait des groupes de discussion, on a distribué des sondages d'évaluation de la capacité d'apprentissage organisationnel. Donc, on a tenté d'avoir une influence positive sur les préposés en augmentant leur capacité à apprendre au quotidien. Ensuite, de façon collaborative, on a développé des solutions avec les équipes, avec le personnel, pour que les solutions soient le plus adaptées possible à leurs moyens, aux possibilités et limites de leur milieu. Et ensuite, progressivement, on a implanté les solutions en offrant peu de formation, mais beaucoup de coaching, beaucoup d'encadrement. Et c'est à la toute fin
qu'on a développé des indicateurs de qualité, puis qu'on a mis sur papier des procédures qui seraient à respecter. Donc, on a essayé de faire les choses à l'envers. Commencer sans solution, avec peu d'écrits, et finir par la rédaction de règles et de procédures qui communiquaient ou qui décrivaient qu'est-ce que la réalité permettait. Parce que dans bien des cas, une dissonance cognitive est générée par le fait d'écrire des pratiques qui sont impossibles à réaliser dans la réalité des centres d'hébergement. Ça revient à ce que François disait tantôt. On peut demander aux préposés d'alimenter les résidents un à un, mais dans la réalité, c'est souvent impossible. Donc, il y a une dissonance qui est générée par cette façon de promouvoir les bonnes pratiques. Donc, le portrait qui a été dressé par le diagnostic, c'est un portrait qu'on pourrait nommer le système d'organisation et de communication typique dans les centres d'hébergement. Donc, au quotidien, la modalité de communication qui existait, c'était des rapports inter-services. Je pense que tout le monde connaît ça ici. En début de quart de travail, les gens se réunissent pour échanger de l'information. Mais au-delà de ça, il n'y avait rien d'autre. En fin de quart de travail, il n'y avait rien. Pendant le quart de travail, il n'y avait rien. Donc, souvent, un préposé, le seul moment où il se retrouvait en équipe, c'était les 5, 10, 15 minutes en début de quart de travail. Par la suite, il travaille, il observe bien des choses, il fait des constats. Il n'y a pas nécessairement d'occasion d'aller communiquer cette information. Donc, ce que les gens communiquaient, c'est que ces rapports-là étaient tenus de façon relativement stable, mais néanmoins aléatoire. Les préposés ne faisaient pas grand-chose dans ces rencontres-là. Ils écoutaient deux infirmières s'échanger de l'information et les informations qui étaient reçues étaient donc incomplètes et les plans de travail disponibles que les préposés doivent suivre étaient souvent pas pris, donc non utilisés. Donc, beaucoup de critiques à l'égard des rapports interservices ont été formulées. Des réunions qu'on nommait hebdomadaires, des réunions d'équipe se tenaient de façon hebdomadaire. Mais plus souvent qu'autrement, quand les chefs d'unité manquaient de temps, ces réunions-là étaient annulées et étaient peu structurées. En gros, c'était une chef d'unité qui se présentait devant son équipe avec un cahier spiral puis qui prenait des notes. On prend des notes des problèmes qu'on vit et on va essayer de les régler. C'était ça la structure des réunions hebdomadaires. Peu de continuité était assurée. Les réunions interdisciplinaires, il y en avait à chaque semaine. Ils étaient tenus pour les résidents à leur admission, puis environ une fois par année. Ces réunions-là auxquelles participent les médecins, habituellement, il y a la participation des préposés n'était pas assurée. Et les préposés de soir, de nuit, ne participent jamais à ces rencontres. Des réunions mensuelles étaient tenues de gestionnaires, mais pendant ces réunions de gestion-là, on parle peu de ce qui se passe sur le terrain, on résout peu de problèmes, mais on est dédié à faire descendre l'information. On veut faire descendre l'information en provenance des conseils d'administration, de l'agrément, des orientations ministérielles. Donc, on communique l'information plutôt que de travailler ensemble à régler des problèmes puis soutenir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc, ça, c'est le système qui était en place, qui est une caricature, évidemment, mais qui représente quand même une réalité par rapport à ce qui est en place en centre d'hébergement pour soutenir l'innovation, la communication. Les préposés aussi étaient rencontrés à chaque 2 ans pour environ une demi-heure à 1 heure pour évaluer leur rendement. Ces rencontres-là sont appréciées, mais ils sont souvent reportés. Si le préposé est en vacances pendant la période d'évaluation de rendement, il va peut-être être rencontré seulement 2 ans plus tard. Et ces rencontres-là génèrent peu d'imputabilité. Que l'évaluation soit très positive ou très négative, il n'y a pas nécessairement de reconnaissance associée à la bonne performance, ni de conséquences à la sous-performance. Donc, c'est sur ça qu'on voulait avoir une influence. On se disait, si on veut que les milieux d'hébergement soient innovants, il faut que le système ait plus d'emprise sur le comportement des préposés aux bénéficiaires. Et c'est sur ça qu'on a travaillé pour diminuer les insatisfactions communiquées par les préposés. Donc, au niveau quotidien, on a rajouté 2 choses. Donc, on a conservé les réunions de début de quart de travail et vraiment en revoyant leur structure. Surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a implanté un moment entre les préposés, entre eux. Donc, une fois que l'infirmière va communiquer de l'information, l'infirmière quitte et on demande aux préposés en 5 minutes de rester ensemble, d'échanger de l'information entre eux pour développer une forme d'autonomie puis être capable de s'organiser entre eux plutôt que d'être
constamment subordonnés puis être soumis aux directives des infirmières. On leur a demandé de prendre leur plan de travail et de prendre des notes pendant que les infirmières communiquent l'information. La prise de notes chez les préposés, c'est une pratique commune lorsque les préposés sont en formation, et par la suite, quand on gagne de l'expérience, on n'a plus besoin de prendre des notes. On a développé un rôle aussi qui est accordé à des préposés d'expérience plus habitués. C'est le rôle d'un préposé ressources, qui a comme rôle d'accueillir les préposés non réguliers, parce que c'est une sorte d'insatisfaction importante. Il y a des gens qui agentent, il y a des préposés d'agence qui arrivent, ils ne savent pas quoi faire, ils minent notre esprit d'équipe, on est toujours en train de les aider, mais le préposé ressources, à tour de rôle, c'est lui qui les accueille, qui les intègre dans l'équipe. Il y a aussi une fonction de donner des conseils et des rappels à ses collègues moins habitués. Les réunions intra-corps, c'est des réunions de fin de quart de travail qui permettent aux préposés, avant de quitter à la maison, de communiquer les observations qu'ils ont faites pendant la journée. Ça donne un temps de parole à chacun. Au fond, c'est des mini-réunions interdisciplinaires où on est en mesure de revoir les besoins des résidents. Donc, au quotidien, désormais, il y a ces trois modalités-là qui permettent d'encadrer les préposés, de les soutenir dans la potentialisation des connaissances et des observations qu'ils font. Sur le plan hebdomadaire, on a développé une réunion hebdomadaire qui se tient seulement quand le préposé, qui est inspiré d'un concept qui s'appelle Empowered Work Teams. Donc, c'est des préposés seuls ensemble qui suggèrent, en fait, qui identifient un problème prioritaire et qui travaillent ensuite en collaboration avec les chefs d'unité et les infirmières pour les faire avancer. Les réunions de coordination, c'est une réunion où les infirmières auxiliaires et la chef d'équipe se réunissent pour parler de l'organisation de leur travail. Parce que habituellement, quand les infirmières se rencontraient, ils parlaient essentiellement de dossiers cliniques, mais moins de la gestion de leurs équipes, alors qu'ils sont des chefs d'équipe. Pour les réunions interdisciplinaires, on a travaillé à certains endroits à assurer la participation des préposés et vraiment de favoriser, via les réunions intra-corps, l'intégration des gens de soir et de nuit. Tout ça pour qu'au niveau des gestionnaire, bien que les chefs d'unité aient de l'information à faire remonter, et on travaille plus à régler des problèmes qu'à faire descendre l'information. Alors, c'est le système qui a été développé pour diminuer les insatisfactions, les irritants qui ont été communiqués par le personnel soignant. Oui. Comment ça se dit pour obtenir la présence sur les formations le soir et le nuit, En fait, pendant les réunions intra-corps, un résident par semaine, nous avons identifié pour que les équipes des 3 quarts de travail revoient leur plan de travail, leur profil des 14 besoins. Donc, les 3 quarts de travail, pendant leur réunion de fin de quart, vont communiquer de l'information par rapport au profil, de façon à ce que le profil, lorsqu'il est utilisé en réunion interdisciplinaire, il a été annoté d'informations des 3 quarts de travail. Donc, on utilise l'intra-quart pour permettre une contribution des 3 quarts de travail. Vous avez parlé que l'intra-quart était interdisciplinaire. Les disciplines impliquées, ce sont la pyramide infirmière et les préposés, c'est ça? Les réunions intra-corps, effectivement, mais c'est les infirmières auxiliaires, infirmières, mais majoritairement animées par l'infirmière auxiliaire avec les préposés. Et les professionnels sont invités à participer s'ils veulent communiquer un rappel, par exemple l'ergothérapeute ou la thérapeute en réadaptation physique, peuvent se présenter à ces rencontres-là pour faire des rappels, poser des questions à l'équipe. L'idée, c'est vraiment d'arrêter ou de diminuer les échanges dans les corridors, dans les salles de porte ou pendant la distribution des médicaments des infirmières auxiliaires pour concentrer l'attention de tout le monde à un moment pendant le quart de travail. OK. Puis si on transforme ça en temps, l'interquart, le PAB ressources, l'intraquart, chacun de ça, c'est des réunions qui prennent combien de temps? L'interquart, en fait, au début, prenait beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. C'est sûr que ça varie. On a essayé de diminuer l'interquart à 15 minutes maximum, alors que dans certains cas, ça prenait plutôt une demi-heure.
Le rôle du préposé ressources, ça prend un peu de temps. En fait, c'est quelqu'un qui soutient les autres, mais les préposés le voient comme une façon de se distribuer équitablement des tâches qui, préalablement, étaient partagées par tous ou qui étaient toujours assumées par la même personne. Donc, avant, c'était un préposé qui voulait bien soutenir les gens d'agence qui le faisaient. C'était souvent toujours la même personne qui le faisait. Aujourd'hui, il y a une rotation pour permettre à tous et chacun de jouer ce rôle. Donc, ça ne prend pas de temps souvent. Et l'intrecorps, c'est 15 minutes. 15 minutes, au début, il y a beaucoup de résistance. Les gens croient qu'ils n'auront pas le temps de le faire. Mais au final, quand on les soutient à avoir une approche assez disciplinée, rigide sur le plan des communications à l'extérieur d'un l'intrecorps, mais les gens considèrent que c'est plus efficace de 35 minutes ici, 3 minutes là, 2 minutes là, pendant le quart de travail. Puis, système revu et implanté, j'imagine que dans vos études, vous allez me dire chacune des étapes combien de semaines ou de mois ça a fait pour réaliser le projet? Non, je n'allais pas le dire, mais en fait, je dirais qu'on s'est vraiment adapté à la marge de manœuvre de chacun des centres d'hébergement avec lesquels on a travaillé. On s'est fixé des objectifs de moyens plutôt que des objectifs de temps. Pour vous donner un exemple, dans certains des centres d'hébergement, j'étais disponible 3 jours par semaine pour soutenir les chefs d'unité dans l'implantation des solutions. Dans d'autres cas, j'étais disponible une journée par semaine. Donc, c'est sûr que ça a eu une influence sur la rapidité à laquelle on a fait les Mais pour arriver à dire c'est implanté, ça s'est implanté sur 6 mois, sur 1 an? Ben, disons, sur une période de 2 ans, on a réussi à soutenir les organisations, les 4 organisations dans l'implantation progressive de ces systèmes. Donc, dans certains cas, je pense qu'on l'a réalisé en 4-5 mois. Dans d'autres cas, ça a été plus 1 an. Mais c'est vraiment une question de ressources. Mais dans tous les cas, on a communiqué aux gens, vous n'allez pas implanter exactement ce qui a été fait ailleurs. On va refaire le processus avec les parts, en étant néanmoins conscient de ce qui a été développé ailleurs. Est-ce que vous avez parti de front les 4 idées ou vous les faisiez en phase? 2 projets pilotes en même temps. Une fois que les projets pilotes ont généré des résultats relativement similaires, déjà ensuite, on a travaillé progressivement avec chacun des lieux pour disséminer, implanter ce qui a été développé ailleurs. Vous avez réussi à expliquer dans les chiffres des cas de. En fait, je dirais que le degré d'implantation de ces solutions-là est inversement proportionnel, est proportionnel au soutien qu'on est en mesure d'offrir. Beaucoup de soutien de jour, un peu de soutien de soir, peu de soutien de nuit. Les gens de nuit sont intégrés, disons, aux présentations des solutions. On leur demande d'utiliser des outils, mais comme les gens ne peuvent pas se rassembler la nuit, on leur demande plutôt d'utiliser des outils de documentation d'information. Mais le respect des pratiques promues la nuit est très faible. Les gens continuent surtout à travailler de gré à gré entre eux quand ils ont la chance de se croiser sur le terrain. On peut s'essayer avec un CAB, la nuit chez les femmes. Exactement. Le thème du cas, il a été expliqué rapidement, ou il y a déjà eu de difficultés à l'intégrer à la fin. Je dirais que c'est la rencontre qui est la plus appréciée. C'est celle qui n'existe pas, qu'on implante. Donc, il y avait des réunions hebdomadaires avant, il y avait des réunions d'accord avant, mais ça, il n'y en avait pas. Puis c'est très facile, en fait, il y a de la résistance au départ, mais l'expérience permet de diminuer la résistance là-dessus. Désolé. Donc, en fait, rapidement, ce qu'on a fait pour évaluer sur le plan quantitatif les résultats du projet, c'est de distribuer un sondage, un questionnaire d'évaluation de la capacité d'apprentissage organisationnel des équipes. Et on visait une augmentation d'1 point sur 7. En fait, c'est des items où les gens devaient choisir un chiffre entre 1 et 7 par rapport à leur degré d'accord avec les items. Donc, les systèmes en vert, c'est les systèmes sur lesquels on a eu une influence positive. Donc, on parle de notre fonctionnement actuel nous permet de résoudre des problèmes ensemble avant d'en discuter à un supérieur. Donc, on a eu une influence positive sur ça. On a eu une influence positive sur la perception que les réunions
permettre une participation de tous les types d'intervenants. On a une influence positive sur l'impression qu'une mission claire et des valeurs sont véhiculées et concrétisées au sein de l'organisation. Que les nouvelles façons de travailler développées au sein de l'équipe sont partagées à tout le monde. On a eu une influence positive sur la capacité de partager de l'information, sur la capacité à apporter des nouvelles idées et sur l'encouragement à l'expérimentation. Parce que c'est ce qu'on a encouragé les chefs d'unité à faire, encourager les préposés à expérimenter et s'ajuster par la suite. En rouge, qu'est-ce qui a été moins positif? Bien, les employés qui suggèrent des nouvelles idées qui fonctionnent sont souvent récompensés par leurs supérieurs. Les gens considèrent que même s'ils amènent des nouvelles idées, ne sont pas plus valorisés ou reconnus. C'est vrai, on n'a pas réussi à travailler sur ça dans le cadre des projets. Ensuite, les dirigeants du CHSLD sont ouverts au changement et ont peur des nouvelles idées. Donc, les gens ont considéré que ça n'a pas trop changé. On est capable de communiquer des nouvelles idées, mais il y a trop d'idées qui génèrent une résistance de la part de l'organisation. Donc, on a permis d'en communiquer, mais pas assez on n'a pas assez permis de transfert en pratique des bonnes idées. Sur le plan qualitatif, je pense qu'on a permis une prise de conscience chez certains directeurs. Une directrice a dit, on ne s'était jamais posé de questions, mais on s'est rendu compte que, oh boy, disons qu'entre ce qu'on pensait qui se passait dans ces réunions et ce qui se faisait, c'était vraiment deux mondes. Donc, disons, les réunions, les rapports, on pense que ça va bien, on pense que c'est utile, mais réellement, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pour ce qui est de l'habilitation des préposés, une chef d'unité a dit, les préposés, ça fait tellement d'années qu'ils n'ont pas eux le droit de parole, qu'ils n'ont pas le réflexe de le faire. Mais en les coachant, on a des gens qui nous surprennent beaucoup maintenant, qui ont des super bonnes idées. On a découvert des forces parmi les préposés. Une préposée a dit, tu trouves une solution, veux pas. Avant, il n'y en avait pas de ça. C'était toujours les mêmes qui décidaient, mais là, on est un groupe, on peut décider, on n'est plus des enfants. Je pense que ça représente bien l'impression d'avoir été habilité par ce système d'organisation du travail, de communication revenue. Pour ce qui est de la capacité innovante, des fois, on fait des demandes sur le plancher et le chef n'est même pas au courant. Maintenant, elle va l'être au courant à cause qu'on a écrit. Donc, c'est l'impression qu'ils peuvent mettre en lumière des difficultés qui sont occultées de la part de la direction. Vu qu'on n'a pas la chance de rencontrer les grands boss, mais quand on a un sujet, un objectif, qu'on veut quelque chose, on passe par le projet d'organisation du travail et ça va arriver à destination finale. Les gens ont l'impression que désormais, ils ont un forum pour communiquer des idées, les faire avancer. En termes d'enracinement, parce que c'est une difficulté, l'image du début, c'est de dire on a plein de bonnes idées, mais il y en a peu qui tiennent dans le contexte des centres d'hébergement. Mais ces idées-là, c'est loin d'être parfait, mais ils tiennent. Ça fait des années avec un soutien minime qui réussissent à être maintenus dans le quotidien des centres d'hébergement. Une préposée l'a bien dit, qui explique pourquoi, à mon avis, ça s'est enraciné. Ça n'a pas été martelé comme d'autres choses. Ben, ça a été martelé, mais en douceur. Donc, un martèlement en douceur. C'est pour ça que ça tient encore. Donc, la stratégie de gestion de changement qui a permis de soutenir les gens a permis un enracinement de cette façon. En termes d'obstacles, il y en a. La proximité des gestionnaires, des chefs d'unité. Il y a des problèmes qui ont été résolus, mais pour tous ceux qui ne l'ont pas été, on aimerait avoir au moins un feedback, comprendre pourquoi. Donc, c'est difficile pour les chefs d'unité de répondre, de soutenir à long terme. Quand il y a un chargé de projet qui est là pour soutenir les choses, ça va bien. Mais c'est difficile pour les chefs d'unité de transformer leur pratique et de devenir des gestionnaires de proximité. On leur demande beaucoup de choses qui les éloignent du terrain. Manque de soutien et de supervision, on ne roule pas à 100% avec le projet en tant que tel comme il se doit. C'est correct en quelque part. Il y a toujours place à l'amélioration, c'est normal. Mais je crois beaucoup au suivi, parce que sans ça, on décourage nos troupes. Ça, c'est important. C'est ça qui est difficile, assurer le suivi. Puis à mon avis, pourquoi c'est si difficile d'assurer le suivi? Parce qu'on manque de continuité et on disperse nos énergies innovantes. En cours d'année, les priorités ont changé. Il y a des mandats qui sont arrivés, qui ont fait que le projet a été passé.
notre message est devenu discordant et le personnel a bien senti qu'encore une fois, ce changement-là allait être encore traité comme les autres changements qu'on avait faits. Donc, à force d'essayer de tout changer au même moment, de changer de façon hyper rapide, on diminue la dynamique positive de changement, ou les dynamiques positives de changement qu'on est capable de créer. Donc, il y a vraiment une responsabilité organisationnelle sur ce plan-là, d'être lucide quant à leur capacité de gérer des changements et les changements qu'on démarre. De façon générale, c'est ce que mon projet de doc met de l'avant. Un écart important entre ce qu'on commence comme projet de changement et les ressources qu'on a pour les mener. Donc, en termes de conclusion, ce que je vous communique, c'est, à mon avis, les solutions à l'amélioration des pratiques en centre d'hébergement, les solutions pour améliorer la qualité de vie des résidents en centre d'hébergement se retrouvent beaucoup moins à l'extérieur des organisations. Plutôt que de porter une majorité de notre attention à ce qui est développé par l'agrément, par le ministère, par Plantry, par les instituts de recherche, par le centre de recherche. C'est important d'y accorder de l'attention. Mais il ne faut pas imaginer, ou même les ressources supplémentaires du gouvernement sont des bonnes nouvelles. Mais il ne faut pas, à mon avis, accorder trop d'attention à ce qui se passe à l'extérieur et que ça diminue notre capacité à s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur même de nos organisations. Si on n'est pas capable de capter les innovations, les belles innovations développées ailleurs, ça ne sert à rien. L'innovation va se retrouver dans une crevasse, dans un terreau qui est incapable d'absorber toutes ces nouvelles connaissances. Alors moi, ce que je vous encourage, tous et chacun à faire, c'est vraiment de vous attarder au plus bas de vos organisations, à la capacité de votre terrain d'accueillir des nouvelles pratiques, d'accueillir des prescriptions d'amélioration, d'accueillir des données probantes. Et je pense que c'est vraiment le rôle des gestionnaires en centre d'hébergement, des médecins dans une certaine mesure, de promouvoir l'importance qu'on doit accorder à la capacité des centres d'hébergement, à la capacité des centres d'hébergement d'habiliter leur personnel soignant à changer leur pratique. Alors voilà. Merci beaucoup. Juste la conclusion de la conclusion, juste pour vous mentionner dans le fond que je voulais revenir sur les 2 promesses qui avaient été faites du point de vue des ministères. Alors, on essaie de travailler à répondre à ces enjeux-là à partir du fait de rendre les centres d'hébergement innovants via la valorisation des préposés aux bénéficiaires. On espère vous avoir démontré déjà à quel point les préposés aux bénéficiaires peuvent avoir un rôle majeur dans ces organisations-là, à quel point les centres d'hébergement peuvent être innovants et à quel point on peut faire quelque chose, à notre avis, pour transformer la situation actuelle. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis merci aussi aux personnes qui sont en webinaire.